mon point de vue, c'est un bilan quelque peu mitigé. Mitigé dans le sens où le bilan tend plus vers un bilan assez négatif, en ce sens que malgré la mise en place d'un cadre institutionnel, il n'y a véritablement jamais eu de portage politique. C'est ce qui fait toute la différence. Je ne suis véritablement pas un spécialiste de justice transitionnelle. Mais pour ce qui est du Mali, il y a la CVJL qui avait été mise en place dans un premier temps, après qui a été démembrée, remembrée, reconstituée et pilotée par M. Sidibé, qui a fait un travail qui peut être considéré comme un travail assez abouti. Il y a eu pas mal de missions sur le terrain, il y a eu énormément d'écoutes, il y a eu énormément de rencontres. Euh, Aujourd'hui, la CVJR n'existe plus. Il y a une autre commission qui a été mise en place. Le travail continue. Mais on a l'impression que sur les 10 années, rien ne s'est passé en termes de justice transitionnelle parce que, encore une fois, il n'y a véritablement pas eu de portage politique. C'est ce qui fait la différence entre, par exemple, le cas du Mali et les cas sud-africains qui constituent et qui continuent à constituer une référence en la matière où il y a véritablement eu un portage politique qui a fait que le processus est allé jusqu'au bout, qui a fait que les gens ont été écoutés. Il y a eu par moment des périodes de réconciliation, les gens ont été dédommagés, ainsi de suite. Et le processus a été un processus abouti et le processus est aujourd'hui une référence pour pratiquement tous les pays. Mais pour le cas du Mali, si il y a des actions concrètes qui ont été menées, encore une fois, euh, le contexte est très différent, ça je le souligne. Le contexte sud-africain, le contexte malien, c'est deux contextes très différents. Le péril djihadiste, c'est un péril qui n'a pas de pareil et qui est un péril continu, ce qui fait que le portage est difficile, mais la volonté politique, pour le moment, n'est pas à hauteur des souhaits. Dans tout processus, il faut un portage politique de bonne foi. Il faut que les moyens soient mis à la disposition de la structure, du projet, de l'institution, du programme. C'est vrai que pour la CBJR, au départ, c'était très difficile, mais à un moment donné, les moyens ont été mis en place. Mais je pense que le processus, même en tant que tel, n'a pas véritablement été adapté aux réalités du Mali. C'est le même reproche que je fais à la réforme du secteur de la sécurité qui est en cours, où on est plus dans des opérations institutionnelles que dans les opérations de terrain. L'institutionnel prend toujours les pas sur le terrain, sur l'opérationnel. Ce qui fait que les considérations institutionnelles qui sont très budgétivores, souvent font que des difficultés surgissent sur le terrain, des difficultés que l'institutionnel a du mal à anticiper ou à gérer. Encore une fois, la CBJR a fait un travail à écouter, mais jusque-là, les rapports sont là. Il n'y a pas véritablement de suite qui a été donnée. Et en cela, pour moi, c'est un manquement. En plus de 5 années d'existence de la CDGR, on a considéré que la mission est arrivée à bout. On a mis en place une commission pour tout ce qui est réparation et autres. Et cette commission tâtonne aujourd'hui. Cette commission, elle n'est pas audible. Cette commission, pour le moment, très peu de Maliens connaissent même son existence. Donc, c'est là, pour moi, c'est un processus qui est inachevé. Et tant qu'il n'y a pas cette volonté d'aller vers la réconciliation, sur le papier, oui, sur le bout des lèvres, oui, mais dans les faits, dans la pratique, on a l'impression qu'il y a d'autres agendas et on ne veut véritablement pas aller vers l'aboutissement de ce processus. La situation actuelle du Mali est une composante qui fait que le tâtonnement peut être lié à cette situation, en ce sens que quand on parle de justice transitionnelle, on parle en général de l'après-conflit ou de l'après-exaction, en principe. Il y a toujours des exceptions. Et dans la configuration du Mali, on est passé de ce qui, à un moment donné, a été considéré comme période d'après-conflit, autour des années 2014-2015, avec la signature de l'accord pour la paix,
la réconciliation. Et nous sommes dans une période où véritablement les discours officiels, c'est que le guerre. Et quand on considère que le pays est en guerre, est-ce que dans cette configuration, on peut parler véritablement de justice transitionnelle? On se pose la question, est-ce que ce n'est pas ces discours officiels du pays en guerre qui fait que les autorités jusque-là ne font pas des portages réels du processus de réparation? Il y a les écoutes, encore une fois, qui ont été faites. On a parlé de réconciliation, c'est resté dans les lèvres, dans les bouches et autres. Maintenant, on parle de réparation, on parle encore de réconciliation. Et d'un processus, on va pêle-mêle à un autre processus. Donc, c'est à s'y perdre. Aujourd'hui, on a les autorités qui ont adopté une charte pour la paix et la réconciliation. Est-ce que cette charte ne foule pas du pied tout ce qui a été fait jusque-là par la CBJR en termes de justice transitionnelle, en termes de réconciliation? Donc, autant de questions qu'on est en droit de se poser. Donc, aujourd'hui, ça va dans tous les sens, c'est tout azimut. Et encore une fois, je me dis que le contexte qui fait aujourd'hui que les autorités actuelles se sont mis dans une logique des pays en guerre fait que cette problématique et de justice transitionnelle et de réconciliation n'est pas une priorité, d'autant plus que les autorités ont officiellement dit que tous ceux qui veulent négocier avec eux, se réconcilier, doivent au préalable déposer les armes. Et ceux qui sont en face ne sont pas dans cette logique. Donc, véritablement, nous ne sommes pas dans un cadre de réconciliation. Donc, on saurait parler d'aboutissement du processus et de portage. Ce qui est mis en œuvre à travers, qui a été mis en œuvre déjà à travers la CVJR et qui est mis en œuvre à travers la commission des victimes et autres là, n'est pas suffisant. Donc, il faudrait véritablement envisager des mécanismes qui sont plus endogènes. Endogènes en ce sens que je pense que cette question de réconciliation, déjà des dialogues, de réconciliation et ensuite des réparations, ne se fera qu'avec le consentement et la bonne volonté des populations. Donc, en cela, je pense qu'il faut travailler sur un mécanisme qui permettra déjà aux autorités de mettre en place des cadres, des mécanismes pour sensibiliser, informer et amener les populations, les communautés à travers des notabilités, des représentations et autres autour des discussions vraiment sincères, ce qui a quelque peu manqué jusque-là. Parce que les gens continuent à rejoindre, à grossir les rangs des groupes armés terroristes parce qu'ils ont des frères qui se sont fait tuer, parce qu'ils ont de la famille qui s'est fait enlever, assassiner, etc., etc. Donc, tant que les opérations sur les terrains seront corrélées des bavures, d'exactions, je pense qu'il serait très difficile en période de guerre d'aller vers en tout cas, un dialogue, une négociation aboutie qui pourra permettre qu'on ait un mécanisme de justice transitionnelle qui prendra en compte les préoccupations et qui sera accepté par les différents protagonistes. C'est ce qui fait défaut jusque-là. Les gens ont l'impression qu'à chaque fois, des missions viennent les écouter et qu'après, rien ne se passe. Et c'est une réalité. Il y a tout le temps des écoutes, il y a tout le temps des informations qui sont remontées. Et à chaque fois, on leur fait croire que les informations en question ont été remontées vers qui des droits. Et malheureusement, il ne s'ensuit jamais une action qui va dans le sens, en tout cas, de la satisfaction de ces populations-là qui font remonter ces informations. Donc, partant de là, on peut dire que le processus à lui seul n'est pas suffisant. Et encore une fois, il faudrait le portage du premier responsable du pays pour véritablement mettre en confiance tout le monde. Moi, la question que je me pose, c'est que la CVJR n'est plus en place. On est d'accord. Maintenant, la CVJR a périodiquement remis des rapports. Qu'est-ce qu'on a fait des rapports en termes de mise en œuvre des recommandations? On est en droit de se poser des questions. Et ces rapports ont été remis à chaque fois au président de la République et vers la fin au président de la transition.
Donc maintenant, qu'est-ce qui a été fait en termes de portage politique de ces recommandations? Sur le terrain, moi, personnellement, je ne vois pas. Peut-être qu'il y a eu ça et là euh, des mécanismes de mise en œuvre qui ont été déployés, mais moi, personnellement, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Donc, encore une fois, partant de là, il y a le portage qui fait véritablement défaut. Et si les recommandations de la CBGR, en tout cas les recommandations pertinentes, étaient mises en œuvre, je pense que la commission actuelle qui remplace la CVGR serait très loin en termes de soutien aux victimes et en termes de réparation, ce qui n'est malheureusement pas le cas encore. La justice, de façon globale, c'est le maillon malade de toute la chaîne. Hein. Même là, actuellement, je travaille sur une étude sur le poids de l'argent dans la chaîne judiciaire et à chaque fois, je tombe des nues, quoi. Mais je reviendrai tout à l'heure sur les aspects de justice de façon globale. Pour la première question, encore une fois, c'est une question de portage politique. Je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est extrêmement important. On a eu les Assises nationales de la refondation qui ont recommandé, quelque part, de négocier avec les groupes armés et les groupes terroristes. Et on a cité le moment dans les recommandations, il y a des COUFA. Au niveau du DNI, du DIM, dialogue intermalien, c'est ça, les mêmes recommandations sont revenues. Et à côté, vous avez le discours officiel qui dit on ne négocie pas avec les groupes terroristes. Donc là, il y a une contradiction. Pourtant, et les assises et le dialogue intermalien sont l'émanation de la volonté de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Véritablement, on saurait parler de réconciliations sans être en capacité de mettre tout le monde autour de la table de discussion. Aujourd'hui, ceux qui sont considérés comme des groupes terroristes, ceux qui sont considérés comme des groupes armés, sont pour la plupart, à 90% aujourd'hui, des Maliens. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'asseoir et discuter avec ces Maliens quand on sait que à chaque fois, ils ont émis des prétentions? Est-ce que l'État, aujourd'hui, ne peut pas tendre le flanc, écouter et voir ce qui est faisable avec ces groupes en termes de négociation? On le dit tout le temps. Tout expert sécuritaire te dira que la solution militaire n'est que peut-être 10 à 15% de la solution globale du problème. Tout le reste se joue au niveau des négociations et au niveau de tout ce qui est possibilité offerte aux populations en termes de développement socio-économique et en termes de mise en place d'infrastructures. Maintenant, pour aller vers ces aspects-là, il faut quand même assurer une certaine quiétude de population qui ne se fera. Et sur la base des négociations, on aura beau tourner, mais à un moment donné, on va s'asseoir, on va discuter parce que l'armée n'est pas en capacité de pacifier un territoire aussi vaste, peu importe les capacités, un territoire aussi vaste qu'est le territoire malien, plus d'1 million de kilomètres carrés. Et quand prenez, on prend juste la zone des trois frontières, on a une superficie quadrilatère de plus de 300 000 kilomètres entre les trois pays. Les armées des trois pays réunis ne peuvent pas pacifier la zone des trois frontières, a fortiori l'entièreté de leur pays. Donc, à un moment donné, il ne faut pas se voiler la face. Il faut aller vers ces discussions avec ces groupes armés. Et c'est une composante de cette justice transitionnelle. Au-delà de ça, c'est une composante aussi des recommandations qui ont été formulées dans les différents forats, les différentes assises, etc., etc. Maintenant, en termes d'opportunité, je pense que la justice de façon globale au Mali doit être refondée. Je l'avais dit, c'est le maillon malade, c'est une justice poussive, lente, compliquée, complexe, avec des acteurs qui, par moments, ont des états d'âme qui laissent à désirer, ce qui fait que la confiance entre cette justice et la population s'est totalement effritée. J'ai travaillé sur l'interprétation des sondages d'opinion de la Fondation Friedrich Ebert, à chaque fois le Malimètre. Et quand vous prenez les données, vous voyez tout de suite, pareil pour Afrobaromètre, vous voyez tout de suite
que la confiance n'est pas au rendez-vous. Et sans confiance, il est difficile pour les populations de venir confier, en tout cas, des affaires qui les concernent à la justice. Ils ne le font que quand ils n'ont pas le choix. À chaque fois qu'ils ont le choix, ils préfèrent éviter, les gens préfèrent éviter la justice. Donc, partant de là, je pense qu'il est important de refonder cette justice. Maintenant, sur les questions d'impunité, à chaque fois qu'on est proche de trouver, on va dire, un équilibre, une volonté politique fait qu'on adopte soit une loi d'amnistie, soit une loi d'entente nationale qui efface tout ce qui a été fait. C'est vrai que souvent, c'est l'aboutissement du processus, mais ça doit se faire sur un certain nombre de bases qui sont rarement respectées. La dernière loi d'entente nationale qui a été votée, je crois, en 2019, était totalement contraire à la Constitution de 1992, mais on l'a votée au nom de la paix. Donc, autant de questions qu'on est en droit de se poser. Je pense qu'il y a déjà un début avec la nouvelle Constitution où on a pratiquement institutionnalisé. Et je pense qu'on est même dans une logique de donner une certaine place aux cadis, par exemple, dans les régions du Nord, qui sont plus à même de régler les litiges que les juridictions de droit commun. Et dans les juridictions du Sud, je pense que c'est une toute autre spécificité. Il y a des réflexions qui sont en cours dans ces sens. Et véritablement, ça peut être une bonne chose parce que très souvent, les populations se reconnaissent plus euh, en ces légitimités et autres quand la justice conventionnelle, quand la justice voilà, légale. Et partant de là, ça peut même alléger le poids de la justice, ça peut donner une certaine célérité aux décisions de la justice qui, en tout cas, seront quelque peu moins, voilà, en termes de dossiers moins nombreux. Et maintenant, après, je pense qu'en termes de mécanismes, celui qui n'est pas d'accord avec la décision de ses légitimités doit pouvoir se référer à la justice. Et ça peut être une bonne chose. Et je pense qu'à un moment, quand le péril djihadiste battait son plein, je pense que cet aspect de la justice a été instrumentalisé par ces acteurs-là qui non seulement tranchaient des litiges qui étaient pendant devant les juridictions des droits communs depuis des années, mais chacune des parties respectait en tout cas le verdict rendu par ces groupes armés ou ces groupes terroristes et le conflit était de suite réglé. Donc ça peut être une bonne chose. Il faut un dialogue sincère. Pour moi, le processus a été dévoyé parce que on a obligé les parties à accepter quelque chose. Ce qui, en termes de justice traditionnelle, ne doit pas se faire. On doit initier des initiatives, des discussions, de sorte que, de par un dialogue très, 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 très sincère, de par des discussions très sincères, on arrive à convaincre les victimes du bien fondé du bien fondé de la réconciliation. Et pour aboutir à cela, je pense qu'il faut un processus transparent, il faut énormément d'écoute, il faut rassurer. Et ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été le cas dans les cas du Mali, le processus a été orienté, dévoyé, instrumentalisé. Et on a imposé un certain nombre de choses qui n'ont pas été acceptées. À partir du moment où les victimes n'acceptent pas, on n'est plus dans une réconciliation, on n'est plus dans une justice transitionnelle parce que on leur a imposé un truc qui n'est pas voulu, qui n'est pas accepté. Les frustrations restent et quand les frustrations restent, ces victimes-là ont toute la latitude, en tout cas, de se retourner d'une manière ou d'une autre contre l'État. C'est ce qui se fait aujourd'hui dans pratiquement beaucoup de localités du Mali où vous avez des parents de victimes d'exactions qui, aujourd'hui, se retournent, qui ont pris des armes contre l'État, qui se sont retournés contre l'État parce que jusque-là, on ne leur a pas proposé un mécanisme transparent de dialogue, d'acceptation, de pardon. Et
tant qu'on n'ira pas vers ce mécanisme transparent, je pense qu'on va encore pendant très longtemps tourner en rond et à chaque fois, c'est une partie qui va ranger les armes pour qu'une autre partie prenne les armes. Donc, ce sera un cycle sans fin. Et si cette justice transitionnelle avait permis aux uns et aux autres de s'écouter, de se pardonner, parce que qui dit justice traditionnelle dit avant tout pardon. C'est à partir du pardon que tout le reste se joue. Si les uns et les autres s'étaient pardonnés, je pense qu'on ne serait pas aujourd'hui dans ces cycles de violence et dans dans ces contextes à la fois de prise d'armes par les ex-groupes rebelles contre l'État et d'attaques, en tout cas savamment perpétrées par les différents groupes terroristes. Véritablement, je dirais que les contextes en soi est une réponse à cette question et je suis tenté de dire que les résultats escomptés n'ont pas été au rendez-vous. La violence est aujourd'hui devenue très banale. Oui, c'est un fait, c'est une réalité. Je pense que les textes sont très clairs. Il faut déjà, à l'endroit des forces de défense et de sécurité, dans un premier temps, il faut accentuer les formations sur tout ce qui est code de conduite des forces de défense et de sécurité. C'est extrêmement important sur les questions des droits de l'homme, etc., des droits internationaux, etc., etc. Ce qui ne se fait pas systématiquement, mais je pense que c'est quelque chose qui doit se faire systématiquement parce que, qu'on le dise ou non, le terrain est très complexe. Le terrain est très complexe et un militaire frustré ou en colère qui n'a pas quelque part ces notions ancrées dans son cerveau peut facilement être tenté de mener des exactions. Et malheureusement, c'est ce qui arrive souvent à quelques-uns de nos éléments, ce qui ne fait qu'accentuer les frustrations aussi d'une partie des populations qui sont victimes de ces frustrations, qui prennent en retour les armes contre l'État et contre nos forces de défense et de sécurité. Et de fil en aiguille, on se retrouve dans un cycle infini. Maintenant, je pense qu'à l'endroit aujourd'hui des populations, en termes de recommandations, l'impunité, c'est quelque chose aujourd'hui c'est une problématique majeure. Les gens ne doivent plus avoir l'impression que quand on est fort, quand on est riche, ou quand on est dans une certaine position, la justice ne peut rien contre nous. Il faut que la justice puisse pleinement jouer son rôle, que la justice puisse jouer son va-tout et que à chaque fois que quelqu'un, peu importe les niveaux des responsabilités ou la proximité de la personne avec les pouvoirs, à chaque fois qu'il y a un manquement, que ces manquements soient sanctionnés à hauteur des faits. Je pense qu'à partir de là, on peut atténuer énormément les effets de beaucoup de choses. Mais tant que la justice ne jouera pas pleinement son rôle, véritablement, ça va être compliqué. Et je disais tout à l'heure que la justice était le maillon faible de la chaîne. Et il faudra inverser la tendance et faire en sorte que la justice soit le maillon fort de la chaîne. À partir de là, on peut énormément espérer, on peut espérer beaucoup de choses, on peut même espérer la paix.